Salut à toutes et à tous. Je suis Elisabeth Albuquerque et je suis contente de partager avec vous mon podcast que j'ai appelé Immersion comptable. Dans ce podcast, j'ai des conversations avec des experts comptables et des commissaires aux comptes. L'idée est de s'immerger dans le monde merveilleux de cette belle profession. Moi-même, étant experte comptable et commissaire aux comptes, je sais que nous n'avons pas toujours une image qui reflète la réalité. Pourtant, en vivant cette profession au quotidien, je peux vous assurer que c'est un métier aux multiples facettes, derrière lequel il y a des femmes et des hommes passionnés par ce qu'ils entreprennent. J'espère, avec Immersion comptable, pouvoir partager ma vision de nos métiers. Mais j'ai besoin de vous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à lui mettre 5 étoiles sur iTunes et à laisser un commentaire. Ça me permettra de faire connaître Immersion comptable et ça me motivera pour continuer. Je tenais à remercier mon sponsor, hello-digital.fr, sans qui Immersion comptable n'existerait pas. Dans ce deuxième épisode d'Immersion comptable, j'ai une conversation avec Cyril Hervé. Juste après avoir obtenu son diplôme d'expertise comptable, Cyril a créé son cabinet ex nihilo avec son épouse. Il a appelé son cabinet Odyssée en référence à l'Odyssée d'Ulysse. Cette aventure dure maintenant depuis 20 ans. Aujourd'hui, Cyril possède 2 cabinets de 65 collaborateurs au total. Un à Évry et un à Saint-Pierre-du-Perret, tous deux en Essonne. Nous avons parlé de son parcours, de l'avenir de la profession et de quelques questions plus personnelles. Le secret de Cyril pour en être arrivé là est de partager. Partager aussi bien avec ses équipes qu'avec ses partenaires. Comme il l'a très bien dit, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Son autre secret est de toujours d'être tourné vers l'avenir. Il a 1000 idées et essaye au maximum de les réaliser. C'est comme ça que Cyril n'a aucun regret sur tout son parcours. La grande satisfaction de Cyril a été d'avoir intégré un associé qui était son stagiaire quelques années après la création d'Odyssée. Il continue d'ailleurs sa croissance du cabinet en ayant fait entrer 2 associés diplômés cette année et il souhaite arriver à 12 associés diplômés d'ici 5 ans. Après 20 ans dans la profession et aussi étonnant que cela puisse paraître, Cyril considère être à la moitié de ce qu'il appelle son marathon professionnel. Cyril a pris le virage numérique il y a 4 ans. Tout est dématérialisé dans les 2 cabinets Odyssée. Aujourd'hui, ils sont plus sur une problématique de data. Ça a toujours été très important pour Cyril de prendre du temps pour lui et sa famille. Depuis 20 ans, il fait en sorte de se dégager du temps pour ça. Ses passions sont la pêche et le golf. Je vous laisse maintenant écouter ma conversation avec Cyril Hervé. Bonsoir Cyril, merci d'avoir accepté mon invitation dans ces beaux locaux. Bonsoir Elisabeth. Est-ce que déjà vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît ? Eh bien donc je m'appelle Cyril Hervé, donc je suis expert comptable depuis 20 ans maintenant. Et je dirige donc le cabinet Odyssée Conseil qui est situé à Saint-Pierre-du-Perret dans l'Essonne, mais également à Évry. D'accord, très bien. Et on va commencer, alors on va faire en 3 parties, si ça vous va. D'abord, on va parler de votre parcours. Ensuite, on va parler de l'avenir de la profession. Et enfin, on va poser des questions plus personnelles. Est-ce que ça vous va comme ça ? Écoutez, je vais faire en sorte de répondre à vos interrogations et à vos questions. En fait, l'idée, vraiment, c'est de vous découvrir et de faire partager votre expérience aux autres experts comptables et commissaires aux comptes dans le métier. Donc déjà, pourquoi vous avez choisi la comptabilité ? Comment vous êtes arrivé à faire de la comptabilité ? Est-ce que c'est un choix déjà ? Un petit peu par hasard. C'était avec le stage de 4e, en fait. Il fallait visiter une entreprise et c'est vrai que j'ai rencontré un expert comptable qui m'a paru très sympathique. Et là, j'ai eu envie de me diriger vers ce métier, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'on accueille souvent des stagiaires de 4e ou 3e. D'accord, oui, c'est un retour en arrière en fait. Dire motiver les jeunes, venez travailler en comptabilité. Mais c'est bien parce que c'est important. Écoutez, auditeurs, un expert comptable sympa. Vous entendez ? Oui, c'est important de donner une bonne image du métier et de casser un peu justement les codes. C'est ça, d'où ce podcast aussi. On essaye de s'immerger dans ce monde. Et donc, vous avez créé votre cabinet ex nihilo, un peu dans le fond de votre garage, comme vous aviez dit. Et quelle a été votre réflexion pour en arriver à vous dire, ça y est, je vais créer mon cabinet ex nihilo, je suis prêt, ou c'était pas forcément une évidence ? Pour tout vous dire, j'ai pas vraiment réfléchi quand j'avais 30 ans. C'était presque une évidence. Mes parents étaient agriculteurs. Et donc... assez libre. Et c'est vrai que j'ai pas vraiment réfléchi. Une fois que j'ai eu le sésame en poche, j'ai créé mon cabinet dans le garage, effectivement, avec mon épouse, il y a 20 ans, puisque c'était en 2000.
D'accord. Ok. Est-ce que vous avez hésité ou pas du tout? Vraiment pas du tout? Non, c'est vrai qu'à l'époque, j'étais quand même intéressé par la partie accompagnement conseil et c'est vrai que je me suis dit que c'était une évidence en fait et j'ai pas hésité 5 minutes. Voilà, dès le lendemain, je crois, de l'obtention du DEC, je me suis inscrit. D'accord. En fait. Et le lendemain de l'obtention, c'est-à-dire le jour où vous avez su que vous étiez diplômé, pas le jour où vous avez eu vraiment entre vos mains le sésame et que vous avez prêté serment. Bah, quasiment, puisque 6 mois après, il y a quand même 6 mois le temps de lancer le projet, mais j'ai pas hésité en fait à partir avec un client, puisque j'étais DAF en fait dans une société et du coup j'avais ce client qui a été mon premier client important. D'accord. Ah oui, l'expérience avant le sésame. C'était quoi votre expérience professionnelle? Moi, j'ai un parcours assez classique. Hein. J'ai travaillé à peu près 7 ans dans le cabinet d'expertise comptable, à la fois collaborateur confirmé, chef de mission. Et puis à la fin, je suis parti en entreprise, en fait. Sur la dernière année, je voulais connaître un peu ce que c'était que le monde de l'entreprise et le monde de directeur financier. Et en fait, ça m'a pas plu du tout. Et c'est pour ça que j'ai pas hésité à prendre des risques. J'avais effectivement ce client qui m'a permis de démarrer à l'époque et qui était dans la fibre optique. Et bon, c'était des années 2000, donc avec un gros potentiel sur la fibre optique. Hein. C'était, on va dire, l'économie un peu phare. Et ça m'a permis de démarrer le cabinet. D'accord, donc commencer avec un client. Un client. Très bien. Et les 7 ans, les 7 ans, vous les avez fait en cabinet et le stage, vous l'avez fait aussi dans le cabinet. Et l'année, par contre, vous l'avez faite en tant que stagiaire expert comptable ou pas? L'année en entreprise? Alors, j'avais terminé mon stage, en fait. Hein, et donc, la dernière année, c'était, on va dire, plutôt la préparation du DEC et du diplôme en lui-même. Du mémoire. Et donc, la dernière année, je l'ai faite, j'avais terminé mon stage. D'accord, que vous avez fait en cabinet. Et le mémoire, c'était sur quoi? Alors, le mémoire à l'époque, c'était mise en place d'une stratégie commerciale dans un cabinet d'expertise comptable. Donc, forcément, il y a 20 ans, c'était pas aussi... C'était novateur, c'est ça? Il n'y avait pas beaucoup de mémoire là-dessus, à ce moment-là? Non, très peu. Et c'est vrai que je n'ai pas été très bien accueilli à l'époque sur ce sujet-là, puisque c'est vrai que si on se remet en l'an 2000... C'était quand même pas des sujets faciles. Comme aujourd'hui, c'est beaucoup plus c'est plus courant, quoi. Courant, commun et évident même. Bah oui, ce qui était pour moi une évidence déjà il y a 20 ans. Et mais bon, c'est comme ça. C'est un visionnaire alors, un peu. Je sais pas, c'est ce qu'on dit. Ça, on va parler aussi. Et pourquoi avoir choisi le nom Odyssée? Ça vient d'où? Alors, Odyssée, en fait, c'est des fois, il y a des hasards. C'est que j'avais choisi un nom, j'ai appelé l'ordre et le nom était déjà pris. Et je ne sais pas pourquoi, l'Odyssée du conseil m'est venu, en fait, presque en un quart de seconde. Et je ne pourrais pas vous dire, en fait, le sens. En tout cas, c'est l'Odyssée avec... En fait, l'idée, c'était que ça ne dure pas 10 ans, hein, comme l'Odyssée d'Ulysse. Ça dure depuis 20 ans. Donc, heureusement, ça dure plus longtemps que la mythologie. Ah oui. Donc, Odyssée, pour celles et ceux qui ne savent pas, et si vous voulez rechercher sur Internet, ça s'écrit A-U-D-I-C-E-R. C'était ça le jeu de mots. C'est ça. Parce qu'au début, j'avais écrit Odyssée comme l'Odyssée. Je me dis, maintenant, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Ouais. En fait, c'est vrai que je suis parti du mot Odyssée, l'Odyssée du conseil. Et l'idée, c'était quand même que ça corresponde à audit, diagnostic, comptabilité, expertise, révision. Et donc, ça fait Odyssée. C'est réfléchi, c'est bien. Non, même pas. Si, un peu quand même. Il fallait trouver un sens après coup. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés au moment de votre installation? Et si oui, lesquelles? Y a toujours des difficultés quand on crée son entreprise. La plus grosse difficulté qu'on a eue, on va dire, le fil conducteur sur ces 20 ans, c'était les locaux. Parce que c'est vrai que ça a toujours été, je crois qu'on a dû faire 14 déménagements en 20 ans.
Ah oui, quand même. Alors, vous êtes parti d'où pour arriver jusqu'à Saint-Pierre? Dans la cave. Dans la cave, ouais. Non, c'est vrai qu'on est parti. On a eu des locaux à Lys, après à Évry. Après, on est revenu. En fait, on a eu pas mal d'allers-retours. Un coup, on est revenu Après, on a ouvert Saint-Pierre-du-Perret. Après, on a mis tout le monde à Saint-Pierre-du-Perret. Puis après, c'est vrai que ça a été un peu compliqué parce qu'en fait, on avait, avec la croissance, en fait, on avait toujours des problèmes de place. Et puis, je dirais, du coup, on a voyagé entre Saint-Pierre-du-Perret, Évry, Sainte-Geneviève-des-Bois, dans un rayon là, de 15-20 km. Ouais. Et pourquoi Saint-Pierre? Alors, encore le hasard, c'est qu'en fait, j'y habitais. C'était mon lieu. J'habitais sur Saint-Pierre-du-Perret. C'est vrai que le site est... Voilà, c'est une ville nouvelle, on va dire. Donc, je sentais que c'était une ville en devenir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je regrette pas mon choix, puisque c'est vrai que c'est un endroit où on peut facilement accueillir du monde. On y vit plutôt bien. Et c'est vrai qu'on a quand même un tissu... on va dire, il y a à peu près 150 000, une population de 150 000 habitants sur la zone, si on intègre Sénart. Et c'est vrai que ça permet quand même de s'y sentir bien et d'avoir aussi des recrutements sur la zone. D'accord, très bien. Et donc, vous avez dit, avec la croissance du cabinet, il fallait trouver de la place. Alors, c'est-à-dire C'est-à-dire que tous les ans, on progresse. On a progressé avec toujours des croissances à 2 chiffres. Donc, c'est super. Et c'est vrai que chaque année, on prenait 10% de progression, 10 à 15% de progression. Donc, aujourd'hui, c'est 65 personnes. Sur 20 ans. Donc, alors, il y a eu 2 opérations de croissance externe. On a racheté un cabinet de Ris-Orangis. Ça, c'était en 2003. Ouais, d'accord. Et en 2016, 2017, on a repris un cabinet qui était situé à Sainte-Geneviève-des-Bois, donc le cabinet de l'actionnaire. Ouais, d'accord. Enfin, de Michel Cartier et Marc Gallois, qui avaient repris le cabinet de Georges Laxonnaire, qui est, on va dire, un cabinet assez historique dans l'Essonne. Oui. C'est super. Donc, une croissance à 10 chiffres. Mais comment vous faites pour trouver les clients? En fait, il n'y a pas vraiment de... Est-ce que vous avez utilisé votre mémoire, voilà, c'est ce que j'allais dire. Déjà, c'est vrai, ce que j'ai écrit dans mon mémoire, je l'ai un peu mis en place. En fait, mon mémoire, c'est un peu ma vie au final. Et je pense que ce que j'ai fait, c'est que j'ai intégré les équipes en fait dans la croissance. Et en fait, c'est en faisant participer le maximum de personnes. On peut pas, peut-être pas tout le monde, et peut-être pas tout le monde au même moment, mais en tout cas, l'idée c'est ça, c'est d'intégrer, de faire participer à la croissance les membres de l'équipe. Et peut-être aussi de communiquer sur ces sujets-là assez facilement au final. Et du coup, tout le monde met sa pierre à l'édifice, et je pense que c'est comme ça que ça fonctionne le mieux au final. Donc on ne peut pas y arriver, vous êtes en train de dire qu'on ne peut pas y arriver tout seul, quoi. On a besoin d'être groupés, de travailler ensemble. Je pense que notre métier, si on travaille tout seul, on finit dans le garage, et j'y crois malheureusement pas. Je crois que c'est un métier de communication où en fait on partage, on fait des belles rencontres, et du coup, c'est vrai que quand on fait participer une équipe, je pense que c'est comme ça qu'on y arrive. Sinon, j'ai du mal à croire qu'un cabinet d'expertise comptable puisse, on va dire, se développer grâce à une personne. Pour moi, c'est un ensemble. C'est chouette. Alors, vous êtes parti un client, attendez. Après, comment vous avez fait pour trouver les autres? Parce que vous étiez tout seul quand même avec votre femme à ce moment-là. Au départ, vous avez fait du porte-à-porte, je sais pas, à l'époque on ne pouvait pas faire de la pub en plus. Non, on ne pouvait pas faire de pub, et c'est beaucoup de bouche à oreille au final. C'est vrai que j'étais assez présent, on va dire, dans tout ce qui est réseau dans l'Essonne. C'est vrai que là, j'y suis peut-être un peu moins.
faute de temps, mais en tout cas, j'étais présent un peu partout. Les clients, ils vous recommandent. Un client content, c'est 3 recommandations à peu près. Ah d'accord, c'est chouette ça. Donc, on va dire qu'il faut travailler avec nos clients, rajouter des services. En fait, c'est vrai qu'avec le recul, ça paraît énorme, mais... Oui, mais pour moi, c'est énorme. Hein. Je me dis, mais comment vous avez fait Alors peut-être qu'à l'époque, il y a 20 ans, c'était peut-être plus facile. C'est vrai qu'aujourd'hui, on nous demande d'aller très vite, d'être opérationnel rapidement. Donc c'est vrai qu'il y a 20 ans, on avait quand même plus le temps, c'est l'impression que j'ai, de réfléchir à des solutions. Là aujourd'hui, c'est vrai qu'on est un peu dans... Voilà, ça zappe facilement, il faut s'adapter, il faut aller vite. C'est vrai que c'est plus dur aujourd'hui. Enfin, après, je parle comme un vieux schnock. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que c'est quand même un peu plus délicat de partir comme ça ex nihilo et d'avoir ce développement. Ouais, ça zappe rapidement, c'est qui ? C'est les clients ou c'est les clients qui vont facilement voir ailleurs ou... Ouais, on va dire aujourd'hui, on est dans un environnement un peu instable, à la fois les problèmes de recrutement qu'on peut avoir, les clients qui n'hésitent pas à changer. C'est vrai que si vous apportez pas une offre, on va dire, séduisante, on passe vite aux oubliettes. Donc il faut s'inventer chaque jour, au final. Je sais que vous débordez d'idées, ça on va en parler après. Mon petit doigt m'a dit quelque chose par rapport à ça. Quelle a été votre plus grande satisfaction dans ce parcours ? Ma plus grande satisfaction, ça a été d'associer Emmanuel Cuny, puisqu'en fait il est arrivé en 2005. Et en 2007, je l'ai associé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on coopère. Voilà, c'est une belle association. On est toujours d'accord sur la trajectoire. Donc ouais, je trouve que ça, c'est une belle récompense. Et d'avoir pu, je dirais, transmettre mon savoir et puis aussi d'associer Emmanuel dans le projet. Et pour moi, ça, c'est une des belles satisfactions sur les 20 ans. D'accord. Le partage, j'ai l'impression que c'est quelque chose d'important pour vous aussi dans tout ça. Oui, on a mis ça dans les valeurs du cabinet, partager nos expériences, partager notre savoir, partager les succès, partager les échecs. Oui, parce que c'est pas parce qu'on a un échec que ça veut dire qu'on va pas y arriver. Hein. Il faut apprendre de cet échec. Pourquoi c'est un peu le leitmotiv d'ailleurs, dans la vie, soit j'apprends ou alors soit je réussis. C'est un peu. Oui. Et donc apprendre, c'est échec, j'apprends et après je réussis, tant mieux quoi. Voilà. En fait, c'est un peu comme ça qu'on a construit. On considère que c'est pas un échec, c'est un apprentissage. À chaque fois. Vous savez, c'est l'état d'esprit anglo-saxon. Hein. C'est très comme ça, à dire c'est pas un échec, c'est pas grave. Limite, il faudrait. S'il y a pas d'échec, c'est pas normal. Oui, j'ai même entendu qu'il y avait des entreprises qui fêtaient les échecs. Oui, aussi, ouais, bien sûr. Mais en fait, rendre l'échec de façon positive, se dire qu'est-ce que je peux en tirer de ça, qu'est-ce que ça va me faire grandir. En fait, l'idée c'est de se dire ça va me faire grandir. En fait, on a toujours eu cette idéologie-là, et ce qui fait qu'on regarde pas trop dans le rétroviseur en fait. C'est pour ça que quand vous me demandez finalement sur les 20 ans ce que je retiens, finalement je vais dire je vais retenir les 3 années qui vont se passer à venir. En fait. À venir, vous êtes déjà dans l'avenir. C'est génial, j'adore. Ouais. Vous êtes projeté vers l'avenir. Est-ce qu'aujourd'hui vous vous dites j'ai réussi ? Non. Ah bon ? Non, parce qu'en fait c'est comme un marathon. Il y a 42 km à parcourir et si en fait on s'arrête au milieu de la course, ça peut être un échec. Donc non, moi aujourd'hui, je pense qu'il y a encore du chemin à parcourir. On n'est pas encore arrivé à la ligne. Et je sais, souvent personne me dit qu'ils ne comprennent pas, mais non, moi c'est pour ça qu'aujourd'hui je trouve en fait presque normal ce qui se passe. En fait, j'ai pas la grosse tête. C'est vrai qu'on est, en général, on
s'affiche pas beaucoup, le cabinet. On n'est pas très visible au final. Mais voilà, on travaille, on essaye d'être en tout cas sur le terrain avec les clients et avancer avec les équipes. Ouais. En fait, j'ai l'impression que vous foncez et puis vous réfléchissez. Alors, bien sûr, stratégique, etc. Mais vous regardez pas derrière. Ouais, c'est ça. Juste pour faire le point sur ce qui s'est passé et en tirer des conclusions mais pour avancer à chaque fois. En fait, on utilise le passé pour la courbe. Du coup, c'est vrai que, d'ailleurs, on a fait la semaine dernière. Et c'est vrai que c'est pas mal de faire l'analyse du passé pour voir l'évolution, on va dire, de la courbe. Mais ce qui compte, c'est quand même ce qu'on va construire, ce qui va venir, en fait. On a toujours fonctionné comme ça. Donc, Est-ce que vous avez un objectif précis ? Vous avez en tête un objectif, sans le dire forcément. Oui, vous avez un objectif précis, en fait. Oui, on a. D'accord. C'est pour ça que vous dites, je suis au milieu du marathon, je ne suis pas encore arrivé là où je veux. Exactement. Enfin, on n'est pas encore arrivé là où on veut. Oui, on n'est pas arrivé. Parce qu'au début, vous étiez 2 associés avec Emmanuel, c'est ça ? C'est ça. Et là, maintenant ? Alors maintenant, on est 8 associés. Donc on est 4 experts comptables associés, donc diplômés. Et on a 4 non diplômés qui sont partenaires, donc qui ont un statut un peu particulier, mais qui participent en fait à la stratégie du groupe. D'accord, c'est chouette ça. On a voulu aussi intégrer, avec le partage, l'idée c'est d'intégrer des non-diplômés dans la stratégie de la boîte et puis de donner la parole à tout le monde, enfin en tout cas à tous ceux qui veulent du projet. Et donc on a un petit peu organisé le cabinet de cette façon-là. Très bien. Quand est-ce que vous vous êtes senti vraiment expert comptable et commissaire aux comptes pour la première fois ? C'est une question... alors en fait, c'est une bonne question. Parce qu'en fait, quand j'ai eu le diplôme, c'est vrai que vous avez raison, parce que en fait, on n'est pas expert comptable le jour non. Où on a le sésame. En fait, j'avais un problème j'avais du mal à oser au départ. Parce qu'en fait, quand on est tout petit, on n'ose pas. Et en fait, je suis allé faire une formation à Dijon. Donc, j'ai fait un DU de gestion fiscale avec l'équipe de Jean-Pierre Casimir et Morgenstern et Martial Chadefaux. Et en fait, du coup, j'ai passé 2 ans superbes, assez proche du DEC. Et ce qui m'a permis, en fait, d'oser, de tenter des choses. Et c'est vrai que ça m'a donné, on va dire, une assurance importante. Et je me suis senti, en fait, expert comptable le jour où j'ai eu ce diplôme universitaire. D'accord. Parce qu'en fait, une sorte de reconnaissance par nos pairs, parce que c'est vrai que... c'est important, ça. Jean-Pierre Casimir, c'est toute l'équipe de la revue fiduciaire. Et c'est vrai que le fait d'avoir cette reconnaissance, quelque part, je me dis, bon, ça y est, je peux tenter. Et là, c'est vrai que ça a décoincé pour moi pas mal de situations où j'ai osé. Et je manquais d'audace. Au départ, j'étais un peu... je manquais d'audace. Et c'est vrai que là, j'ai tenté des choses. Et là, je me suis senti expert comptable à ce moment-là. Ouais. Donc, est-ce que c'est une histoire aussi de légitimité, d'avoir la légitimité d'être diplômé ou je sais pas, un truc comme ça ? En fait, la difficulté, c'est que le client attend de nous beaucoup de choses. Oui, pour lui, c'est évident qu'on soit bon en technique. C'est évident, mais sauf que quand on sort du DEC, on connaît des choses, mais il manque quand même beaucoup de sujets qu'on n'a pas abordés. Et c'est pour ça que du coup, j'ai pas pu m'empêcher après le DEC de retourner à l'école. Donc, j'ai eu ce DU de gestion fiscale, j'ai eu le DU d'expert en gestion de patrimoine. J'ai fait aussi l'IPCE avec FIDROIT. Du coup, je me sens légitime de donner des conseils. Alors après, je ne dis pas que je sais tout, mais je pense avoir, on va dire, balayé l'ensemble des sujets, à la fois perso et professionnels des dirigeants. Et c'est vrai que tant que je n'avais pas fait ce circuit, c'est vrai que c'était compliqué pour moi. Un peu comme si vous étiez
pas honnête par rapport au client, un truc comme ça. C'est ça. C'est encore une valeur que vous avez dans votre cabinet. Voilà, c'est vrai que d'être honnête, pour moi, c'est important. Oui, on le ressent là, du coup, c'est exactement ça. Ouais, et en fait, parce que j'aime pas, c'est les imposteurs. Et c'est vrai que notre métier, c'est un métier de sachant. Alors, effectivement, des fois, on passe à côté de sujets, hein, mais le fait de savoir, c'est quand même un des éléments aujourd'hui, pour moi, qui sont prioritaires dans le métier d'expert comptable. On n'est pas... On vient nous chercher parce qu'on est des experts comptables. Et experts, ça veut dire plein de choses. Ouais. Est-ce que vous avez eu des regrets dans votre parcours ? Alors, aucun regret. Aucun. C'est vrai qu'on m'a posé cette question il n'y a pas longtemps. Un consultant. Et j'ai cherché et j'ai aucun regret qui m'est apparu. En fait, comme je vous dis, on regarde très peu dans le rétroviseur au final. C'est ça. C'est ça la clé. Je crois que justement, si on commence à se poser trop de questions, en fait, on n'y va pas, quoi. On n'y va pas, on regrette, on est un peu dans le yang. Et l'idée, c'est d'être plutôt dans le yin et d'être toujours de l'avant. Et du coup, des regrets, non, j'en ai pas. Mais justement, pour rebondir d'après vous, quels sont les facteurs de durabilité pour un expert comptable ? Moi, je dirais l'écoute. Parce qu'écouter l'entourage, des fois on est un peu on a parfois beaucoup de certitudes. On rencontre des personnes qui ont beaucoup de certitudes et le fait d'écouter, alors évidemment si on écoute tout le monde, mais quelque part je pense que le fait d'avoir de l'humilité, ça fait qu'on recale toujours un peu le projet avec l'environnement. Donc écouter l'environnement, au final, à la fois les clients, les collaborateurs, les associés, mon épouse. Important, très important. Très important, oui. En fait, ça permet aussi de caler le projet, parce que finalement, c'est jamais une trajectoire idéale au final. C'est une trajectoire qu'on va dire qu'on ajuste au fur et à mesure qu'on avance. Oui, parce que votre femme, elle n'est pas du tout dans le métier, elle est... non. Elle n'est pas du tout expert comptable. Alors, c'est quoi elle a fait quoi ? Elle était plutôt un BTS Action Commerciale. Je disais plutôt coloriage, parce qu'à l'époque, je l'ai connue dans les couloirs du lycée. Et c'est vrai qu'elle posait plutôt les affiches que de la compta. Et donc, c'est vrai qu'elle m'a beaucoup aidé à justement écouter l'environnement, regarder ce qui se passe autour de nous. Et en fait, elle est hyper importante. Elle a un autre regard, en fait. Elle a un autre regard. Donc, que nous, on n'a pas prise de recul aussi par rapport à nous, quoi. Des fois, on a tellement la tête dans le guidon qu'on ne voit plus certaines choses. C'est important ce que vous dites, d'écouter les autres autour de soi et surtout humilité, ça, c'est super important. Est-ce qu'on devient expert comptable Est-ce que l'on est ou devient expert comptable ? Je dirais que quelque part on le devient et si on veut rester en fait on va dire au bon niveau, il faut être humble parce que sinon à un moment donné on n'est plus écouté ou on est dans des on a des croyances qui font que ça nous empêche d'avancer. C'est ce que je veux dire, ça nous bloque, ça empêche d'avancer. Donc en fait, on a beaucoup travaillé les croyances d'ailleurs, pas longtemps. Dis donc, c'est des sujets d'actualité dont on parle là, c'est chouette. Et peut-être aussi ça permet aussi de se remettre en question sur différents sujets aussi, d'écouter les autres autour de nous. Oui, il y a déjà vis-à-vis de nos clients, c'est vrai qu'on a toujours, moi j'ai toujours l'impression de passer mon deck avec un client. Je sais pas si vous ça vous parle. Mais je me dis quelle question il va me poser, un truc j'espère que je vais pouvoir répondre. Donc c'est vrai que c'est quand même à chaque fois on passe notre diplôme un peu chaque jour au final, à la fois on va dire le diplôme d'entrepreneur, ça vis-à-vis des équipes, et puis vis-à-vis des clients, on va dire notre expertise. Donc finalement notre
on va dire, c'est vrai qu'on a toujours en tête la dernière épreuve qu'on a passée au DEC et avec un jury. Et au final, c'est un peu ce qu'on fait tous les jours avec nos clients. Mais alors justement, notre métier, notre profession est assez vaste, on peut faire plein de choses. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus, vous, dans votre métier ? Moi, c'est vrai que j'aime bien passer du temps avec les dirigeants. Et alors, c'est vrai que j'ai deux facettes, c'est-à-dire que je suis à la fois entrepreneur, mais aussi donc expert comptable. Mais c'est vrai que de partager mes expériences d'entrepreneur avec des clients, c'est ce que j'aime bien. Donc ça, on va dire, c'est une partie de mon temps. J'aime bien également accompagner les équipes et créer en fait un environnement avec un objectif commun. Et donc ça, c'est à peu près un tiers de mon temps. Oui, aujourd'hui, ça prend beaucoup de temps, tout ce qui est management, etc. Ouais. J'aime bien jouer au baby-foot avec les équipes. Alors, qui gagne en général ? Il y a toujours les 2-3 mêmes, mais je me défends pas mal. J'avoue que j'ai été un peu souvent au baby-foot et au café pendant les études, donc j'ai plutôt un bon niveau. Et puis après, l'autre tiers, c'est, on va dire, la formation, toute la partie technique, on va dire. Donc un tiers... on va dire un tiers avec les clients, un tiers technique. Demain, je suis en formation. Et puis un tiers management. À peu près ça, D'accord, ouais. La répartition. Quels conseils vous donneriez à des nouveaux diplômés qui souhaitent s'installer ? Quelles erreurs à éviter ? Pour moi, c'est de ne pas partager. En fait, ce que j'ai du mal à... Voilà, c'est vrai que j'ai toujours voulu travailler dans l'interprofessionnalité, dans le partage. Et c'est vrai que... alors évidemment, il faut, on va dire, faire bouillir la marmite, comme on dit. Et c'est vrai que quand on s'installe, forcément, il faut qu'on arrive, on va dire, à se projeter et puis à se payer surtout. Mais c'est vrai que du coup, je pense qu'il faut tenir compte beaucoup de personnes peuvent aider autour de nous et il faut peut-être aller chercher la marge là où on est en fait le meilleur. Et il y a des fois des sujets où on perd du temps et il n'y a pas de marge. Et pourtant, on est expert comptable, donc on devrait être capable d'analyser ce qui crée de la marge et ce qui n'en crée pas. Et du coup... on dit, le cordonnier, c'est plus mal chaussé. Ouais, c'est ça. Et des fois, en fait, on a envie... c'est vrai qu'on prend. Et du coup, il y a peut-être une autre façon, des fois, d'exercer. D'accord, ne pas forcément prendre tout et savoir dire non, des fois. Ouais, savoir dire non, exactement. C'est vrai qu'au départ, en fait, c'est vrai que j'ai su aussi ne pas aller dans des directions ou prendre des clients où je savais qu'il n'y aurait pas de marge ou beaucoup de perte de temps. Quoi. Ouais, d'accord, beaucoup de temps et pas beaucoup de chiffres derrière. Ouais. Ok. Et vous avez parlé aussi de réseau tout à l'heure, qu'avoir un réseau, quand vous êtes installé, vous avez dit, j'avais un réseau là où j'étais. C'était quoi exactement ces réseaux ? Le réseau, c'est le réseau classique, chambre de commerce. C'est vrai que j'avais participé en fait à 2 programmes là, sur les ressources humaines, que j'avais trouvé intéressant d'ailleurs. Après, c'est tous les réseaux qu'on connaît. L'association des experts comptables de l'Essonne, on fait des belles... On fait des belles rencontres, les banques, chambre de commerce, je l'ai dit. Et après, des partenaires avec qui on a du feeling. Et là, voilà, on peut nouer des partenariats. Moi, j'ai eu pas mal avec un notaire, avocat. Ouais, on va dire du classique. Je suis pas de recette miracle. Non, mais c'est important parce que c'est vrai quand on s'installe tout seul, je pense qu'on se retrouve vite isolé. Et du coup, à court de ressources pour trouver des clients. Ouais, et pour moi, c'est le risque, il est là, en fait, c'est de ne pas sortir.
Et alors c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis un peu happé par le temps parce que c'est vrai que je sors moins. Mais j'essaye quand même dans l'année de faire de rencontrer d'autres personnes. Voilà, se montrer, quoi. Ne pas hésiter à se montrer, à se présenter, en dehors des réseaux sociaux d'aujourd'hui aussi, peut-être. Ouais, alors moi je suis pas très présent sur les réseaux sociaux, donc c'est vrai que je suis un peu mitigé là sur LinkedIn. J'ai un petit peu, j'ai beaucoup apprécié il y a 2-3 ans, on va dire, la mise en route, et c'est vrai que je trouve qu'il y a des dérives actuellement sur LinkedIn qui sont un peu, je trouve, compliquées à gérer. D'accord, n'en disons pas plus. Et qu'est-ce qui est dans votre quotidien le plus difficile à gérer et pour lequel vous n'arrivez pas à trouver de solution? Alors peut-être qu'il n'y a rien, ou alors quelque chose qui bloque complètement pour évoluer. La question, non, j'ai rien qui me vient à l'esprit. On va dire la chose simple, c'est tout le monde va vous dire le personnel, mais comme on trouve des solutions, donc ça vous bloque pas dans l'activité, c'est pas. Bon. Non, c'est vrai que ce qui bloquait, c'était de rien mettre en place par rapport à la gestion RH. Donc comme on a mis des choses en place, on se rend compte qu'on a des résultats. Après, non, ce qui peut être ce qui est peut-être le plus dur, c'est le fait que les gens se parlent. En fait, ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que plus personne ne se parle vraiment. Et ça, pour moi, j'ai du mal à le comprendre. Que ce soit avec les clients, les équipes. Et c'est vrai que finalement, en fait, c'est dur de se parler. Et aujourd'hui, finalement, moi, mon rôle, c'est de créer des dialogues, des communications entre tous. Et finalement, c'est un peu devenu mon quotidien. Au final. Donc, alors, par contre, donc on trouve des solutions. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pas bloquant, mais c'est dingue, quoi. C'est-à-dire que les gens, ils n'ont pas forcément le temps de se parler. Ils prennent pas le temps de se parler vraiment. Moi, c'est ce que je ressens. C'est ce que vous ressentez en tout cas, On se balance des emails toute la journée. Oui, avec les clients aussi. Ouais. Aujourd'hui, finalement, le sujet, pour moi, c'est les emails. Les emails, ça a cassé un peu la relation. Et c'est vrai que tout le monde se cache derrière un email. Tout le monde agresse avec un email. Pour moi, c'est peut-être ça. Aujourd'hui, le vrai sujet, qui n'est pas encore résolu, c'est gérer les emails, gérer des fois ce stress autour de l'email qui des fois mérite pas autant de... Enfin, des fois, voilà, je trouve que c'est un peu exagéré ce qui découle d'un email. D'accord. Ouais. Mais c'est facile de se cacher derrière un email. Et donc, pour communiquer, j'ai vu que vous aviez un chien dans les locaux. Comment s'appelle-t-il, ce chien? Alors, il s'appelle Oslo. Voilà. Et c'est votre chien, alors? C'est ça? Oui, c'est ça. Donc, en fait, pour créer du lien, en fait, c'est vrai qu'on a cherché pas mal de solutions. Et c'est vrai que l'idée d'intégrer un chien... Alors, j'ai vu qu'au Japon, on pouvait amener son chat. Ça devient compliqué, un chien et chat, là, en même temps. Oula. Et du coup, c'est vrai qu'Oslo, c'est un bouvier bernois qui est magnifique. Ouais, qui est presque né au bureau. et en plus, comme il avait peur des gens, on s'est dit, il faut qu'on l'amène. Ah oui, en fait, l'idée, c'était pour l'habituer au début, l'habituer aux gens. Ouais, et puis c'est vrai qu'en fait, autour du chien, tout le monde... tout le monde, c'est vrai que tout le monde aime bien les animaux, en général. Il y en a... avec peu de personnes quand même qui n'aiment pas les animaux. Et donc, en fait, c'est vrai que le chien fédère parce qu'il faut aller le sortir, il faut s'en occuper, il faut lui donner des croquettes de temps en temps. Et tout le monde s'en occupe. Et du coup, c'est vrai qu'à chaque fois qu'il vient là, il est content. Ça crée de la vie, en fait. Et donc, le chien est important. Vous êtes avant-gardiste, parce qu'il y a des études, des vraies études qui ont été menées par des psychologues américains, britanniques et néerlandais qui ont montré que oui, ça crée de la cohésion d'équipe. Parce que ils vont être de bonne humeur, de meilleure humeur, les gens, ils vont être plus enclins à collaborer parce que ils vont être encouragés pour les échanges et la collaboration entre eux. Et puis apparemment aussi, il y a des études qui ont prouvé que ça réduit le stress.
Parce que quand on regarde le chien, ça apaise, on va lui faire une caresse. Ah, je me sens mieux. Ouais. Et le fait de sortir aussi, ça alimente le cerveau. Ouais. De marcher, de sortir, ça alimente le cerveau, on sent. Et du coup, les collaborateurs, ils sont plus créatifs et plus efficaces. Mais c'est fou parce que ça, je l'ai vu sur Internet avant. J'ai préparé le podcast et j'ai vu sur Internet et c'est exactement ce que vous vivez, quoi. Ah oui, en fait, le chien, ça a permis de briser la glace. Parce que finalement, il y a même, je pense à Hervé, qui tous les matins se roule par terre avec le chien pour lui faire des papouilles. Et on ne l'aurait pas imaginé. Hervé, c'est un collaborateur, c'est ça ? Oui, qui est au paye. Et c'est vrai que ça crée une ambiance qui est différente, hein, c'est sûr. Ouais, c'est fou. Hein. J'allais chez un client qui avait son chien aussi, c'est pareil. Et puis les gens, ils font attention, parce qu'il y a... Alors c'était Aston. Aston, il va sortir, il faut faire attention, etc. Et donc ça crée quelque chose, du lien autour des animaux. Et ça a été prouvé. Hein. Ouais. Et quand on part, des fois je pars en rendez-vous, du coup, c'est l'équipe qui s'en occupe. Parce que c'est vrai que le midi, il faut s'en occuper. Et du coup, c'est vrai que ça crée un autre état d'esprit. Et moi, je ne regrette pas. Hein. En fait, là-bas, c'était pour qu'il soit moins timide. Non, mais du coup, c'était les deux. Ah, les deux. Vous saviez déjà que ça allait peut-être créer quelque chose. Oui. C'est vrai qu'on l'avait amené une fois, puis c'est vrai que ça avait créé une bonne ambiance. Et du coup, c'est dire, on a le truc là. Bon, c'est pas un chenil non plus. non. N'empêche qu'il y a 44% apparemment de gens qui regrettent de ne pas pouvoir le faire. C'est une enquête IFOP de 2016. D'accord. Qui aimeraient le faire et qui ne le font pas. Ah oui. Ouais. D'accord. Ouais. Alors c'est vrai que si tout le monde amène son chien, c'est un peu... Alors oui, il y en a qui du coup ont pris des chiens là. Il y a des jeunes chiots. Et ils demandent. Oui, on nous a demandé. Alors avant, il y en a un qui l'amène. Il y a deux, des fois ils sont deux. C'est pas. Alors des chiots. Des petits chiots. Ouais. Ok. C'est bien. Vous acceptez par contre qu'ils les emmènent. Il y a pas de. Enfin, à partir du moment où il fait pas de dégâts, c'est ça. Ouais. Bon, pour l'instant, on va dire 2, ça va, c'est gérable. Après, au-dessus, c'est peut-être plus compliqué. Ouais. Et puis il faut qu'ils s'entendent, parce que s'ils se mettent à se chamailler dans les bureaux. C'est sûr. Bon, maintenant, on va passer au deuxième sujet, qui est l'avenir de la profession. Donc, vous travaillez de façon totalement dématérialisée sur l'expertise et le commissariat aux comptes. Vous pouvez m'en dire un peu plus sur ce sujet, s'il vous plaît ? Déjà, alors, comment vous avez pris le virage numérique ? Il y a combien de temps ? Est-ce que ça a été dur ou pas de prendre ce virage ? En fait, on a pris il y a 4 ans. Donc, on avait pris la décision en fait de tout numériser, et donc c'était très 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 compliqué. Gestion du changement, l'outil au début qui n'était pas très performant, et donc on a mis en place une gestion de projet, et donc il y a 4 ans maintenant, 3 ans. Donc après une année difficile, on a réussi à tout dématérialiser. On avait des clapets qu'on a donnés. Parce que c'est vrai qu'on avait un nombre de clapets assez important. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est devenu des réflexes pour tout le monde. On va dire l'outil nous a aidé quand même à le mettre en place. Et puis on a eu quand même un changement d'équipe, parce qu'il y en a qui ont refusé. D'accord, la résistance au changement. Il y a eu beaucoup de résistance. Et ils sont carrément partis en fait. Oui, on a eu pas mal de casse en fait. Ouais. D'accord. Alors est-ce que c'est ça, est-ce que c'est autre chose, je ne sais pas, mais en tout cas c'est vrai que ça n'a pas été simple. Mais par contre aujourd'hui, c'est un confort de travail incroyable. C'est vrai qu'on ne se passerait pas aujourd'hui du numérique, quoi. Donc on a plutôt pris on va dire la bonne orientation il y a 4 ans. Donc là, on est prêt justement pour maintenant ce qu'on appelle la datalisation, parce qu'on était dans l'ère du digital et maintenant on est dans la datalisation. C'est ça, ouais. Et alors, vous entendez quoi par clapet ? Des clapets, c'est avant en fait c'était des classeurs. On avait dossier de travail classeur. D'accord. Et donc vous savez les clapets qui font clac clac. D'accord, les clapets, les classeurs, le papier quoi. Le papier. Et, non, c'est vrai qu'on avait des clapets. On avait partout et c'est vrai que c'était un peu horrible. Après, il faut avoir de la place pour ranger tout ça aussi. Alors, du coup, oui, on a. Aujourd'hui, maintenant, c'est plutôt de l'espace de stockage. Ouais. Et non, c'est plutôt. Mais oui, au début, oui, c'est vrai qu'on a eu
un problème d'archivage. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne reviendrait pas en arrière. Aujourd'hui, on est quasiment 100% des maths. Et comment ça se passe concrètement ? Par exemple, en expertise comptable ? Tout le monde a un scan, avec un double écran, et puis l'ensemble des documents sont scannés. On a une nomenclature client, et en fait, on essaie de classer tous au même endroit les documents d'un client. Et le logiciel est fait aussi de façon à ce qu'on puisse faire la révision, on va dire, sans papier, et qu'on attache nos pièces scannées. Donc, en fait, c'est un lien interactif entre... on va dire l'outil de GED et l'outil de révision comptable. Et la saisie des factures ne se fait pas automatiquement, c'est-à-dire il n'y a pas d'imputation automatique en comptabilité. Si. Si, c'est bon, c'est ça, c'est scanné, imputé automatiquement, et après... Exactement. C'est super. Ouais. Très bien. Et donc, chaque collaborateur a son scanner, il va chez les clients avec. Ouais, alors on a des petits scanners portatifs, parce qu'ils sont un peu gros. C'est ça, non Non, ça c'est une imprimante. Je dis, ça c'est gros, ça. Mais oui, les scanners sont assez gros. Enfin, c'est un peu comme ça d'ailleurs. Ah, bah voilà. Et alors, après, il y a un petit scan. On a pris des petits scans Canon à main. Oui, c'est plus pratique quand on quand on est en déplacement. Notamment pour le commissariat aux comptes, où ils ont le petit scan à 25 pages minutes quand même. Ah ouais. Ah ouais, nous, on n'a pas ça. Enfin, moi, j'ai pas ça en tout cas. Et d'après vous, l'intelligence artificielle, elle va prendre de la place, une place considérable dans notre profession ou pas ? Moi, j'en suis persuadé, parce qu'aujourd'hui, croire le contraire, à mon avis, peut être risqué. Aujourd'hui, on voit que les logiciels, ils sont quand même sont à la bourre. Pour moi, je trouve qu'il y a du retard aujourd'hui chez les éditeurs de logiciels, parce qu'on ne trouve pas le produit adapté à nos besoins aujourd'hui. Moi, je trouve qu'on a un retard. Mais je suis persuadé que là, demain, il va y avoir des produits. Il y a déjà des produits, on va dire, qui démarrent, qui sont quand même assez surprenants. Et il ne faut pas se leurrer. Demain, l'automatisation, on n'y échappera pas. Donc ça fait partie, on va dire, de la vision, en tout cas, que moi j'ai du métier d'expert comptable qui va changer. Et nous, on y travaille déjà depuis 5-6 ans. Ah oui. Oui, parce qu'il y avait eu un rapport là, au niveau européen qui disait qu'en dessous d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, il n'y aurait pas besoin de faire une comptabilité. Je ne sais pas si vous aviez vu ça passer. C'est jamais passé, mais c'est vrai que si demain il y avait un décret avec un chiffre d'affaires d'1 million d'euros, c'est quasiment 90% de nos clients. Et ça concerne beaucoup d'entreprises. Ça concerne beaucoup d'experts comptables. Le tissu économique français aussi. Bah oui, et c'était quand même dans les tuyaux, et donc ça a été un petit peu comme les commissariats aux comptes, les mandats, là, c'était un petit peu dans l'air du temps. En expertise comptable, il y avait quand même on va dire, ce projet qui avait été proposé à l'époque. Alors c'était il y a une dizaine d'années. Donc on voit bien qu'à un moment donné, il va se passer quelque chose. Et c'est vrai que l'automatisation des logiciels va faire qu'à un moment donné, ce que vivent les banques, on risque peut-être de le vivre. Alors aujourd'hui, dans les banques, c'est compliqué, parce que l'automatisation a fait que, en gros, on ne va plus voir notre banquier aujourd'hui. La dernière fois que vous êtes allé voir une agence, c'était il y a... Ah non, limite, je me suis fait éjecter parce que je voulais mettre un chèque. Non, maintenant, vous allez à la machine, madame. C'est ça. D'accord, excusez-moi de vous déranger. Donc, ça montre bien que l'évolution, ce qu'ont connu les banques et ce qu'elles connaissent encore, nous, à un moment donné, on va le vivre. Et là, ça va être terrible parce que on voit qu'on n'est pas prêt au nouveau métier de l'expert comptable. Les collaborateurs ne sont pas prêts au métier de demain. Pourtant, vous êtes bien avancé, vous, dans tout ce qui est digitalisation. Ah oui, nous, on travaille, on va dire, ces sujets-là, mais on voit quand on fait des recrutements extérieurs, il y a une insuffisance. Il y a une insuffisance au niveau de l'approche du métier nouvelle. En fait. Donc, on voit bien qu'il y a un décalage. D'accord. Et ça, c'est vrai qu'on est, je trouve,
on n'est pas bien préparé. Est-ce qu'il y a un peu un souci au niveau de la préparation des personnes, des salariés, des collaborateurs, de nous aussi, hein, peut-être, hein. C'est un ensemble. L'écosystème, on va falloir qu'on le crée. Et là encore, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que si tout le monde reste dans son garage avec ce qu'il croit savoir, moi, j'ai l'impression que en fait, c'est l'expert comptable qui va perdre. Il y a des acteurs qui ne sont pas experts comptables qui viennent sur le marché de la paye, sur la partie gestion, qui mieux que nous devraient être acteurs majeurs sur ces sujets-là. Et en fait, on voit bien que c'est quand même souvent un problème de préparation, d'anticipation on va dire, de la nouvelle façon de travailler, d'aborder un client, une nouvelle approche. Et ça, aujourd'hui, on est à la bourre. L'expert comptable est en retard. D'accord, et vous travaillez sur le sujet. C'est très bien. Vous êtes toujours dans l'avenir, tourné vers l'avenir, visionnaire. Et avec la loi Pacte, est-ce que l'évolution de notre profession vous fait peur ou c'est le contraire ? Comme on dit chez les Chinois, la crise, ça veut dire opportunité, non, c'est ça ? Oui, c'est ça, mais c'est le proverbe que j'ai mis dans mon mémoire. Ouais, alors après, on peut le voir aussi comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça change nos habitudes, on va dire. Une fois que c'est passé, une fois qu'on a tous râlé, finalement, il faut mettre en place des choses. Donc, nous, en tout cas, ce qui est peut-être un peu difficile, c'est cette notion d'utilité du commissaire aux comptes. C'est-à-dire que on nous a dit quand même qu'on n'était pas utile. Et ça, c'est un peu dur. C'est vrai que quand on essaie de faire son métier avec, on va dire, avec passion et puis on dirait avec précision. C'est vrai que d'entendre qu'on n'est pas utile, on a quand même été un peu chahuté sur cette notion d'utilité. Alors peut-être qu'on n'était pas utile. Du coup, je me suis posé, on s'est tous posé la question, est-ce qu'on était utile, est-ce qu'on est utile sur tel dossier ? Alors, c'est vrai que c'est difficile, dans des métiers comme ça, d'être toujours utile, finalement, parce qu'il y a des clients, on va dire, ils sont bien avancés, et donc on vient contrôler, mais quelque part, s'ils sont bien préparés, bien structurés, on n'est pas forcément utile. Voilà, ils ont l'impression qu'on ne sert à rien. Qu'on sert à rien, ouais. Après, après, il faut arrêter de se poser des questions et puis considérer, je pense qu'on a des... Je pense qu'on a des cartes à jouer parce que déjà, les collaborateurs qui sont en audit, ils ont une autre façon d'aborder les différents sujets. Et du coup, c'est vrai qu'on peut travailler sur d'autres problématiques d'entreprise, notamment le contrôle interne, des choses comme ça, qu'on peut faire en expertise et qu'on ne faisait pas forcément. Et du coup, on peut essayer sur le digital aussi. On voit que, quand même demain, d'ailleurs, je vais sur une formation sur la cybersécurité. En CAC. Et du coup, c'est peut-être sur ces sujets-là qu'on va trouver des leviers de croissance. C'est chouette. Et vous avez aussi le RGPD, là. Vous faites aussi des accompagnements aussi sur le RGPD. Oui, là, on a commencé. Donc, c'est en lien un peu avec la cybercriminalité et tout ça. Oui, exactement. Là, j'ai vu d'ailleurs, on avait même un registre RGPD, là. Je viens de voir tout à l'heure. Et oui, en fait, c'est des missions d'accompagnement qu'on a proposées là, avec le service juridique et le service paye. Et c'est vrai que c'est... Alors après, ça donne aujourd'hui pas une rémunération importante, mais en tout cas, ça crée un lien et c'est intéressant. Les retours sont intéressants. Très bien. Comment et où vous voyez dans 5 ans ? Voilà, question... le cabinet ou moi ? Vous le cabinet. Alors vous, déjà. Nous, c'est vrai que c'est une question qu'on s'est posée, qu'on se pose toujours. Hein. Nous, on aimerait connaître la même évolution sur les 5 prochaines années et la même évolution que les 5 dernières, hein, en gros. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est intégrer des associés parce que je pense qu'on
faut qu'on soit plus fort et on va dire avec des compétences, on va dire accrues. Et je pense que pour moi, la meilleure solution, c'est quand même d'intégrer des associés qui partagent les mêmes valeurs. Donc aujourd'hui, on est 8. Donc 4 experts comptables. J'aimerais bien qu'on soit 12 experts comptables, par exemple. Ce serait un bel objectif. C'est un beau projet, là. Une belle évolution. Hein. Et d'intégrer des services, on va dire, annexes au métier d'expert comptable, avec notamment digital, la paye, et puis, qu'on a déjà, et puis tout ce qui est accompagnement, dirigeant, coaching. Mais bon, pour ça, c'est vrai que 4 ne suffiront pas. Donc, il faut grandir. Il faut grandir. Et grandir en amenant des associés. Okay, très bien. Qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans notre profession, d'après vous? Des lacunes ou des choses qui vous semblent qui manquent aujourd'hui, qui manqueraient éventuellement? Pour moi, il y a un sujet majeur, c'est le manque de personnel. Je pense qu'on n'a pas su créer, fabriquer les collaborateurs de demain. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a c'est un peu la cacophonie, je trouve, au niveau... justement, je parlais de LinkedIn, là, que je trouve aujourd'hui pervers, dans le sens où on a une sorte de mercato permanent. Les collaborateurs, je parlais comme un vieux schnock, mais je trouve que ça facilite pas aujourd'hui le calme, et je pense que tout le monde perd, toute la profession est en train de perdre en fait quelque chose de fondamental, qui est la fiabilité de l'information et la fiabilité fiabilité au niveau des équipes, pour qu'on limite ce turnover qui est devenu aujourd'hui insupportable pour tout le monde. Et je pense que c'est la profession qui est en train de perdre en fait la bataille du turnover en fait. D'accord. Et il y a un problème. Il y a un problème. J'ai fait mon mémoire sur justement la motivation et la fidélisation des salariés en entreprise, en cabinet, pour le mémoire du DSCG. Et j'avais été surprise parce que le turnover en cabinet, il est de 20% quand même. C'est énorme. C'est énorme. Alors que dans toute activité confondue, on est à 6%. Donc 20%, c'est énorme. Et encore, vous dites 20%, c'est en France. Oui. Mais si vous faites région parisienne, ça doit être 35, je crois. En fait, c'est énorme, hein. Quand vous allez en province, ça tourne moins. Parce que forcément, il y a moins de cabinets, il y a moins de possibilités d'aller voir ailleurs. Oui, voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile de mener des projets long terme avec des personnes qui restent 2 ans, qui font 2 périodes fiscales. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est ce qu'on rencontre. C'est que souvent, les globetrotters font 2 ans par-ci, 2 ans par-là. On le voit bien, sur LinkedIn, vous tapez comptable. Collaborateur comptable, et vous regardez l'ancienneté qui dans les cabinets. C'est 2 ans. Donc c'est un problème. Il faut réussir parce que les collaborateurs, c'est pas facile. Il faut les former, il faut qu'ils soient aussi, ils aient la valeur du cabinet. Et puis pour les intégrer, il faut 2 ans. Et après, une fois qu'ils sont bien formés, ils partent. Éventuellement, mais l'idée, c'est de les garder quand même. Bon, après, ça, c'est la vie, on va dire. Ouais. Ça, ça a toujours été. Mais je dirais, le risque, c'est qu'ils quittent la profession, en fait. Carrément. Il y en a beaucoup qui sont écœurés et qui sortent. Et il est là, le risque, au final. C'est pas qu'ils aillent dans un autre cabinet, c'est qu'à un moment donné, en fait, comme il y a quand même un manque de lisibilité sur ce métier-là. Ils quittent la profession, ils partent en entreprise, et du coup, c'est vrai que quelque part, il va quand même y avoir un problème à un moment donné de ressources. Un manque de ressources, okay. Et on va faire comment? Il y aura l'intelligence artificielle qui va combler, mais je ne suis pas sûr que ce soit la solution. Ouais. Maintenant, la dernière partie. Niveau question plus personnelle, pouvez-vous nous parler de votre enfance? Dans quel contexte familial vous avez grandi? Moi, j'ai grandi, on va dire, pas très loin du cabinet que j'ai créé, d'ailleurs. Une enfance heureuse, avec des parents qui étaient maraîchers, en fait, dans l'agriculture. Et c'est vrai que j'ai constaté qu'il y manquait cruellement de conseils. Et c'est pour ça que j'ai un peu aussi voulu faire ce métier. Parce que c'est vrai que
quand on voit nos parents peu conseillés, c'est vrai que je me disais, il y a un trou dans la raquette et c'est un peu comme ça aussi que je me suis dit, tiens, c'est un expert comptable, ça conseille et du coup, ça accompagne des personnes. Et c'est un peu comme ça. C'est ça qui manque. Qui a manqué à vos parents et donc vous vous êtes dit, allez, moi aussi, je vais faire ça. Ouais, c'est vrai. Je vais combler cette lacune. Ouais, parce qu'ils n'avaient pas d'experts comptables, ils étaient au forfait agricole. Ah oui. Et c'est vrai qu'ils n'avaient pas de conseils, à part le banquier du Crédit Agricole qui conseillait. Et du coup, donc moi j'étais, on va dire, assez libre dans ce que je faisais dans mon enfance, quoi. J'étais très très libre. Ouais. Des frères, des sœurs? Oui, j'ai 2 sœurs, une grande et une petite. Je suis au milieu. Au milieu. Et qu'est-ce que vous aimez faire en dehors de votre cadre professionnel? Alors moi, j'aime beaucoup la pêche. Donc j'ai 2 passions. C'est la pêche en mer, en fait. Pêche au bar. Donc je suis souvent sur un bateau. D'accord. Ouais, et quand je suis pas sur le bateau, je suis avec un club de golf ah oui. sur les greens. C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai mis il y a un bureau qui est sur le golf de Saint-Pierre-du-Perret. Et au trou numéro 2 pour ceux qui sont golfeurs. Venez me rejoindre. Ok. Mais pour le bateau, vous faites comment pour aller pêcher? Dites-nous tout. C'est-à-dire j'allume le bateau. Non, mais dans le coin, c'est pas facile. Moi, j'habite en Bretagne. Ah, voilà. C'est ça l'astuce. J'habite en Bretagne et voilà. Et donc, je viens le lundi et je repars le vendredi. Donc, j'ai la chance d'être en bord de mer et de profiter effectivement pleinement de l'horizon lointain de l'Atlantique. Mais avant d'habiter en Bretagne, vous faisiez comment pour justement assouvir cette passion? J'y allais souvent déjà. D'accord, donc la solution c'était d'y aller souvent. Puis j'ai compris que votre femme aussi, elle adorait la Bretagne. C'est ça. Et donc en fait, on y allait à peu près toutes les 3 semaines. C'était un peu ça a toujours été pour nous important, on va dire, de prendre du temps pour nous, pour la famille. Et je crois que ça aussi, c'est un des... Il faut savoir prendre du temps pour soi. Ah oui, c'est important, oui, ça, oui, on l'a pas dit. Prendre du temps pour soi, pas être tout le temps travailler. C'est pour ça que, on a toujours, depuis 20 ans, toujours pris beaucoup de temps pour nous, au final. Et ce qui fait qu'on bosse beaucoup, on travaille beaucoup, mais voilà, on sait aussi s'arrêter. Et toutes les 3 semaines, on partait et on prend souvent des petites semaines de vacances. Et ça va, c'est pas trop compliqué donc votre famille habite en Bretagne et que vous travaillez ici, en Essonne? Oui, non, les enfants ont grandi. Les enfants sont grands, c'est bon. Donc, non, c'est presque une organisation à avoir, mais c'est plutôt agréable parce que voilà, on peut allier les deux. On a le côté. Puis bon, 2h30 aujourd'hui en train. Quand on va sur Paris en voiture, exactement. J'ai vu ce matin, ils ont mis 2h30 là, pour aller sur Paris. Et moi, je revenais de Montparnasse et j'ai mis 3 heures pour venir de Bretagne. Donc, limite. C'est fou, hein. Limite, j'étais opérationnel avant l'équipe qui allait sur Paris. D'accord. Est-ce que vous pratiquez une activité sportive? Donc oui, le golf. Le golf, oui. Puis ça fait déjà pas mal d'activités, donc j'ai pas beaucoup de temps. Mais si vous deviez en pratiquer une autre, ce serait laquelle? J'aimerais bien. C'est la course, en fait. C'est vrai que j'ai pas mal couru quand j'étais jeune et jusqu'à il y a 10 ans. Et c'est vrai que courir, je pense que ça permet de bien évacuer. Mais c'est vrai que le problème, c'est que dans un agenda, ça a du mal tout rentre pas. Et donc, 24 heures, c'est pas assez dans une journée. Et courir, je trouve que c'était quand même... Donc ça, c'est votre truc pour faire baisser la pression ou le stress, par exemple. Enfin, mais comme vous ne le faites pas, comment vous faites d'ailleurs pour faire baisser la pression et le stress? Si vous en avez. Oui, le bateau, voilà. D'accord. Mais ça marche très bien. Hein. Ça marche. Non, c'est vrai que ça fait des coupures. Et après... il faut prendre du temps pour soi aussi, avec les enfants. C'est vrai que moi, j'ai 3 enfants, donc il faut savoir couper et s'occuper des enfants. Bah oui, les affaires, c'est pour s'en occuper. Hein. Est-ce que vous avez une devise, une expression fétiche ou une phrase fétiche? Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Ah, c'est beau, ça.
à écrire quelque part, dans l'entrée là, du cabinet. Ouais. Bah, c'est vrai que je pense qu'on va plus loin quand on est à plusieurs. Ah, c'est chouette. Avez-vous des livres à recommander ou qui vont changer votre vie? Oui. J'ai un livre de Julia de Funès, je cherche le titre, que j'ai lu cet été, qui était génial. C'était, j'ai plus le titre en tête. Vous me prenez de court. Et ça, c'était sur quel sujet? C'était justement donner du sens à notre vie et donner du sens à notre entreprise. Et c'était... Mais vous inquiétez pas, les auditeurs, je mettrai des références dans Julia le podcast. Julia de Funès et... Ok, j'irai chercher. Et Nicolas Bouzou, c'est le... je sais plus le titre. Le titre, bon, on mettra les références de tout ça dans le podcast. Est-ce qu'il y a une idée ou quelque chose que vous aimeriez mettre en place et que vous n'avez pas encore fait, et pourquoi? Une idée... Il y a des choses qu'on va mettre en place, donc je ne vais pas trop les dévoiler. Ah bah non, bien sûr. Quand vous avez une idée, vous essayez au maximum de la mettre en application. En fait, c'est vrai. C'est ça l'avantage, c'est qu'on, en fait, comme on va dire, on discute régulièrement avec les associés pour mettre en place des projets. Et donc, c'est vrai qu'on a quand même cette chance de pouvoir mettre en œuvre des projets. En général, quand on aborde un projet, on le met en place, souvent. D'accord. Et on m'a dit que vous aviez plein d'idées à la minute. Ouais. Ça fait dans votre tête. Ouais. Est-ce que vous avez un petit doigt, m'a dit, quelqu'un que vous connaissez. Et est-ce que vous avez un processus pour trouver des idées ou ça vient tout seul? C'est quelque chose d'inné ou vous avez vraiment une façon de on m'a jamais posé cette question. J'ai toujours des idées. Ça, c'est vrai que je suis toujours sur les besoins clients. En fait, au final, j'essaie toujours de raisonner à la place du client. D'accord. Et je pense que du coup, ça, en fait, en fonction d'un besoin, je me dis, qu'est-ce qu'on peut mettre en face? Est-ce qu'on peut le mettre? Est-ce que c'est bien de le mettre ou pas? Alors, évidemment, du coup, ça crée beaucoup d'idées. C'est ça. On m'a dit qu'il y avait beaucoup d'idées. Il fallait faire le tri là-dedans. Des fois, apparemment, c'est pas... On m'aide, en tout cas. Oui, c'est ça. Non, mais c'est bien parce que du coup, vous êtes donc beaucoup à l'écoute et après, vous réfléchissez à ce que les clients vous ont dit et vous dites, mais attends, le client, il a ce problème-là. Qu'est-ce que je peux trouver comme solution? C'est ça? Pour l'aider, pour l'accompagner, pour c'est ça. Le faire avancer. Toujours besoin client. En fait, on a toujours avancé sur ces sujets-là et puis de faire parler le client, l'écouter. Est-ce que vous avez un rituel du matin, du soir ou autre? Est-ce que vous avez des rituels? Un rituel. Je bois le café tous les matins avec les équipes. D'accord. Et c'est vrai qu'on construit un peu le cabinet en fait, autour de la machine à café. D'ailleurs, l'autre jour, je disais, c'est quoi le mode de communication de telle activité? Et la fille m'a répondu, si on fait une réunion au café. Alors je fais oui. Mais c'est un peu vrai. Donc le rituel le matin, c'est... Et tout le monde vient au rituel café? Maintenant, c'est vrai qu'autour de la machine, il n'y a pas beaucoup de place. Comme on est 35 sur le site de Saint-Pierre, c'est pas toujours évident, mais quasiment tout le monde. Après, peut-être chouette. Pas en même temps, mais donc, j'essaie d'être avec tous les groupes. Mais oui, le rituel, c'est un peu ça. Question. Alors, moi, j'adore cette question. J'adore les réponses aussi. Quel métier vous auriez fait à la place d'être expert comptable? Si demain, vous dites, allez, je vais faire une reconversion professionnelle, qu'est-ce que vous feriez? Commentateur sportif. Ouh, je m'attendais, vous voyez, les réponses, elles sont toujours géniales, j'adore. Vous voyez, là, j'ai un micro. Ça m'aurait plu d'être commentateur sportif, parce que j'aime beaucoup le foot. Et je connais beaucoup de choses sur le foot, en fait. D'ailleurs, tous les soirs, je regarde l'équipe TV. Et je suis fan de foot. Et j'aurais bien aimé être commentateur. Je sais pas si... Rien à voir avec... Non, mais c'est très bien. Justement, j'adore les réponses à chaque fois. C'est rien à voir avec le métier d'expert comptable, justement. C'est ça qui est génial. Maintenant, pour conclure, si vous aviez un message à faire passer ou quelque chose que vous voulez dire et qui vous tient à cœur, c'est le moment. Allez-y.
pour la profession, je dirais, il faut s'unir et peut-être travailler différemment. Et je pense que c'est ça qui va faire avancer la marque expert comptable. C'est pour moi une marque. Et pour tous ceux qui vont créer leur boîte, c'est d'avoir de l'audace et d'avoir envie de changer les choses. Voilà. Et tout en restant positif. Rester positif. Ok, super. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci Elisabeth. Et à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. J'espère que ce deuxième épisode d'Immersion Comptable vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à le dire en mettant 5 étoiles sur iTunes et en laissant des commentaires. Ça me permettra de me faire connaître et de faire évoluer mon podcast en fonction de vos remarques. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Immersion Comptable.